Je rénove et prépare intégralement la réplique de Lotus 7 la moins chère du Bon Coin. Et tous les anciens épisodes sont disponibles dans cette playlist. Le châssis est prêt pour accueillir à nouveau son moteur, le 4 cylindres 2 litres. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. C'est parti! Les amis, le projet 7 est sponsorisé par 5 Star, un réseau de professionnels de l'automobile spécialisés dans la carrosserie. Et vu que des 5 Star, il y en a partout en France, je vais en profiter pour faire peindre la 7 dans un de leurs ateliers. Et comment se passe une telle prestation? Ça commence par la réparation des dommages structurels tels que les redressements d'ailes ou les débosselages, un taf de précision qui témoigne de l'expertise de 5 Star. Suite à cela, une préparation minutieuse de la surface est effectuée, incluant masticage, ponçage et application de l'après pour garantir une adhérence optimale de la peinture. Les pièces non concernées par la peinture sont protégées ou retirées. Utilisant la peinture Chromax, reconnue pour sa qualité et sa durabilité, les carrossiers garantissent une finition parfaite et durable. Chaque membre des carrosseries 5 Star est spécialement formé à la technologie de peinture la plus performante et vous en fait bénéficier pour un résultat impeccable, foxé propre. N'hésitez surtout pas à trouver votre carrossier 5 Star pour vos peintures, lien en description de vidéo. Mais avant de peindre la 7, on va falloir l'avancer un petit peu. La boîte de vitesse de la 7, c'est une boîte de vitesse 5 rapports de Ford Sierra. Enfin, c'est pas vraiment celle-ci, c'est pas celle de Sierra. C'est celle que j'ai achetée avec le nouveau moteur, donc le moteur 2 litres. Elle me paraît en meilleur état que l'ancienne, déjà parce que ici, là, c'était tout pété sur l'ancienne. Globalement, ouais, il y a un petit peu moins de jeu, bref, elle paraît en meilleure santé. La boîte de vitesse est identique à partir de là, donc c'est-à-dire que ça, c'est vraiment quelque chose qui est standard. Le carter, c'est le même. Je ne sais pas si le rapport de boîte, les ratios sont pareils que l'ancienne. J'espère que ça sera mieux, on verra bien. Là où ça change, c'est au niveau de la cloche. La cloche d'embrayage, elle est différente sur les deux boîtes. La raison, elle est simple. Soit on a le démarreur à gauche, comme ici, soit il est à droite. En tout cas, le premier truc à faire, c'est de tout nettoyer la boîte pour qu'elle soit propre. Je ne vais pas la peindre parce qu'on ne la verra pas et que j'ai pas envie de perdre du temps à faire ça. Donc je vais la nettoyer propre et puis on va la balancer avec le moteur et normalement ça devrait le faire. Pareil, je ne sais pas si le moteur plus boîte va passer dans la voiture, il va falloir sûrement les incliner beaucoup, mais bon, vu qu'il n'y a plus d'huile là-dedans, ça risque pas de faire de grosses tâches, faut juste que ça passe quoi. Sinon, il va falloir faire comme on avait fait à l'ancienne, donc on met le moteur et on met par-dessous la boîte. C'est vraiment galère, c'est beaucoup plus simple quand même de mettre le moteur et la boîte ensemble et de glisser le tout dans la voiture. Mais bon, si on n'a pas le choix, on fera séparément. Allez, c'est parti! Je passe un coup de propre sur le volant moteur et l'embrayage. D'ailleurs, je n'ai pas changé ces pièces parce que elles sont en bon état. L'embrayage, il est loin d'être mort. J'ai vérifié la cote, donc pas besoin de remplacer. Quand je t'ai dit que la boîte elle était vidangée, en fait non, je viens de la vidanger, putain, j'ai trop la haine. Il est temps de remettre sur le devant de la scène notre moteur, le Ford Pinto dans sa cylindrée 2 litres. Il est sur son stand de support, il est tout beau, il sort de sa rénovation. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps là sur la rénovation de ce moteur. On l'a totalement mis en pièces pour changer certaines pièces d'usure et pour y faire un petit surfaçage de culasse pour optimiser un petit peu le rapport volumétrique du moteur, histoire qu'il soit un petit peu plus... il ait un peu plus de caractère quoi. On va d'abord le poser au sol, je mets les supports de manutention. Première étape, c'est de remonter le volant moteur. Les vis sont acérées au couple selon la doc technique, pas bien compliqué. Le seul truc, c'est trouver un moyen de bloquer la rotation du vilebrequin, parce que si tu serres beaucoup, le vilebrequin tourne, donc tu peux pas serrer tes vis correctement. Perso, j'ai fait la méthode avec la barre et du cric là, bloqué entre deux vis du volant moteur.
Bon, c'est un peu à la zob, mais ça fonctionne très bien. Bloqué avec le pied, voilà, on a le style. L'étape suivante, c'est de placer le disque d'embrayage. Sauf que le disque d'embrayage, bah, il est flottant, en fait. Donc, il va se centrer sur la boîte de vitesse. Donc, c'est ce disque-là qui se fait entraîner par la boîte de vitesse. Et ce truc-là, il est pincé entre deux mâchoires. Donc, la mâchoire qui se trouve côté volant moteur, donc celle-ci, et la mâchoire mobile, donc celle-ci. Et celle-ci, en fait, elle vient se caler comme ça. Sauf qu'une fois qu'on a mis ça, on peut plus vraiment centrer ce truc-là. Donc il faut le centrer d'abord. Il faut le centrer sur le vide-broquin qui est juste là, avec le trou là. Et ensuite, une fois qu'il est centré, on met ça et on le serre à bloc. Et ensuite, on enlève notre centreur. Et lui, bah, vu qu'il est tenu par les deux pinces, il bouge plus. Dans les kits d'embrayage, en général, cette espèce de truc de centrage, il est fourni, sauf que moi, je garde cet embrayage parce qu'en fait, il est encore largement bon. Vraiment, je l'ai mesuré et on est sur les cotes. Enfin bref, j'ai l'impression qu'il est presque neuf, donc je vais le garder. Sauf que j'ai plus cette cale, mais j'ai un brut et j'ai un tour à métaux, donc on va le faire. C'est parti. Le centreur usiné, on peut assembler le tout. C'est un peu la loterie ce truc-là. Hein. Si tu l'as bien centré, t'auras pas de soucis. Et puis bah si tu l'as centré comme une quiche, eh bah tu vas galérer à mettre la boîte, car bah ça sera pas centré. Le souci c'est que la boîte, elle se centre sur d'autres trucs, donc tu sais jamais. Bref, surprise au montage de boîte. Hein. On verra bien. On n'oublie pas de changer la butée à billes d'embrayage, c'est le truc qui appuie directement sur les lamelles du diaphragme, ce qui permet de débrayer l'embrayage. C'est ce qui fait un petit peu ce bruit là, un petit peu bizarre là, quand on embraye et tout. Si vous avez ce souci, bah, c'est la butée d'embrayage qui est morte. Le roulement il est flingué, il faut le changer. Le problème c'est que pour changer ça, bah, il faut poser la boîte, c'est vrai que c'est un peu chiant, donc quand on fait un embrayage, on change cette pièce là. Et faut dire que le centrage était pas mauvais, hein, car bah, j'ai pas du tout galéré pour accoupler la boîte avec le moteur. Ça m'a plutôt étonné d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai pas très bien filmé l'étape parce que bah, je pensais que ça allait vraiment mal se passer. Et bon, bah, je l'ai mis et j'allais pas l'enlever pour vous montrer quoi. Ça m'a fait chier, surtout que ça allait sûrement merder au moment où j'ai filmé. Donc j'ai préféré garder le truc. Évidemment, quand on fait ça, il faut vraiment avoir les vis de montage sous la main, parce que quand tu tiens la boîte comme ça, là, à bout de main, là, à bout de bras, et qu'elle est enclenchée, là il faut mettre les vis parce que sinon bah, ça se casse la gueule quoi. À part si vous êtes deux, si machin, mais quand vous êtes tout seul, ouais, il faut vite mettre les vis comme ça tient. Évidemment, on met les vis du haut, parce que si on met les vis du bas, bah, ça risque de péter complètement la cloche d'embrayage. Le groupe motopropulseur est prêt, on prépare du côté châssis. Faut remonter les supports moteurs, il y a deux pièces de chaque côté, une réhausse en forme de U inversé, là c'est un peu bizarre, et l'oscillant en bloc. Donc ces trucs là c'est pour le maintien du moteur, mais ça ne suffit pas, il faut un troisième support pour soutenir l'ensemble, et il est placé au niveau de la boîte de vitesse. C'est aussi un cylindre bloc. Alors la technique pour monter le moteur, c'est de l'incliner au max pour entrer la boîte dans le tunnel, faire rentrer la boîte dans le tunnel et ensuite on redresse le tout, tu vois. Honnêtement, avant de faire le truc, je ne savais pas si ça passait parce qu'au démontage, à l'époque, on l'avait désassemblé le moteur et la boîte de vitesse et là, bon bah pas de souci, mais en fait c'est tellement la merde pour accoupler, hein, comme je vous l'ai expliqué, une boîte avec un moteur que moi j'ai préféré assembler le tout d'abord et ensuite glisser le truc. Mais en soi, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. De plus, la technique choisie, bah, elle demande l'utilisation d'une fosse pour pouvoir incliner parce que la boîte elle est longue, hein, donc si vous avez le sol, bah, elle bute dessus, donc il faut vraiment qu'il y ait un espace. Alors soit il faut lever la voiture, j'ai pas encore le matériel, soit il faut une fosse, j'ai une fosse, donc pour plonger la boîte et la redresser, tout simplement. Première tentative, on voit bien qu'il faut retirer le nez en fibre, histoire d'éviter déjà de le péter, et puis bah, pour faciliter la tâche, pour pouvoir passer le moteur.
Eh ben écoutez, la technique a super bien fonctionné et purée, ça fait du bien de voir la voiture équipée de son moteur, ça motive de fou en fait, c'est voilà. Vous savez, dans les projets, il y a l'euphorie du début du projet, hein, on est tout content, c'est trop bien, c'est nouveau, on a la patate, ouais, ça va être trop bien, on s'imagine déjà quand ça va être fini et tout. Et puis il y a un moment où il y a un creux, où tu bosses des trucs qui sont ingrats, qui t'inspirent pas, qui donne pas envie, qui montre aucun avancement significatif, vraiment c'est chiant quoi. Et puis il y a la remontée. La remontée, c'est le moment où ça y est, on tient le bon bout, on retrouve une motivation toute neuve et puissante, tu vois. Parfois cette remontée, elle est provoquée par une étape. Et pour la Seven, c'était cette étape-là, donc celle du remontage du moteur dans son châssis. La motivation remonte à fond quoi. Bon les amis, ça y est, le Pinto 2 litres est à nouveau en place. Il est fixé, voilà. Il y a 4 vis, il y en a 2 cils en bloc sur le devant côté moteur et un gros cil en bloc qui est juste là, qui est tout neuf parce que l'ancien était complètement pourri. Donc c'est bon, il est mis, il est bien droit, il est bien centré sur la caisse, je suis très content. Maintenant, il y avait un truc qui allait être un petit peu ric-rac au niveau encombrement, c'est notre ami l'alternateur. Donc là, il a été posé un peu à l'arrache, sauf que son petit souci, c'est qu'il va pas pouvoir rester à la place où il était d'origine. Pourquoi? Parce que on a modifié notre direction et donc c'est le raccordement cardan de la direction, donc de la crémaillère, et on a le cardan qui vient passer ici jusqu'à là, donc pour aller jusqu'au volant. Avant, il passait plus là, il était plus à droite, sauf qu'aujourd'hui, il est un petit peu plus centré sur la voiture, sauf que il passe pile poil à cet endroit-là. Donc lui, il va falloir soit le descendre, soit le monter. En gros, il faut qu'il passe à travers le cardan de direction qui est juste ici. Donc là, ce qu'on va faire, vu que la direction, c'est quelque chose qu'on ne peut pas bouger et qui est fixe et qui est plutôt important, hein, on va dire que même si les deux sont importants, la direction passe avant l'alternateur moteur. On va remettre la direction. Donc ça, c'est ce qui va supporter la colonne de direction. Donc là, il y a 2 vis. Il y a le cardan et il y a la colonne de direction qui est juste là, à côté du VR38. Donc on va faire ça et ensuite, on va pouvoir voir où on va caser ce petit alternateur. C'est possible qu'on doit refaire peut-être un support comme ça. Il y a aussi un autre truc. Il faut mettre la colonne de direction et l'échappement. L'échappement qui est aussi là-bas à côté de la colonne de direction. Il faut mettre ça parce que lui, je peux pas le mettre trop haut parce que sinon il va toucher le collecteur d'échappement. Donc on va voir ça tout de suite. On remonte le collecteur d'échappement avant, car on va voir qu'il a son importance aussi dans tout ça. Et on met notre système de direction. Pour la petite précision, la colonne et le cardan de direction, tout comme la motorisation et la transmission, c'est issu de la voiture donneuse de la voiture, donc c'était la Ford Sierra. Donc à l'époque, tu t'achetais le châssis de la réplique de Seven et t'achetais la Ford Sierra. Et tu prenais la transmission et le moteur principalement, et aussi d'autres trucs, dont la colonne de direction et globalement la direction quoi. Là, il passerait, sauf que on est vachement proche quand même de l'échappement. Et là, ça passe pas ici, là, tu vois. Puis là aussi, là, ça fait chier. Lui, il est plus accessible. Et le technique, c'est de passer dessous. Et on le voit pas. Ok, mais il est dessous. Et là, on serait bon. Petit problème, ça passe pas. Ici, ça ne passe pas. De côté droit du moteur, c'est pas possible. En fait, soit il est tout en bas et je peux pas avoir le tendeur. Donc en gros, on peut pas faire tendre la courroie parce qu'en fait, si vous voulez, il y a 2 courroies. Il y a 2 poulies ici. Et la troisième, c'est celle de l'alternateur. Et c'est celle-ci qui fait tendre. En gros, tu as une petite languette qui fait tendre plus ou moins qui déplace la poulie du moteur là pour faire tendre plus ou moins la courroie. Sauf que ici ça ne passe pas. Et si je la mets par-dessus, là on est vraiment proche du collecteur d'échappement. J'ai peur vraiment que lui il ne supporte pas cette chaleur. D'origine l'alternateur il est quand même vachement éloigné de tout ça. Donc c'est peut-être pas pour rien. Deuxième solution, enfin plutôt là c'est la troisième finalement, c'est de le mettre côté gauche. Alors côté gauche, clairement on a la place, il y a rien en fait. À part le truc du démarreur là, le truc des bougies, que je viens d'installer pour voir s'il n'y avait pas trop d'interférences, et là il y a de la place et ça peut marcher. Seul problème, on est habitué ici, hein, mais il faut faire un petit support sur mesure. Par chance, on a ce qu'il faut, on a 2 grosses vis ici et on a un autre truc.
c'est ça. Ça, à la base, c'était pour la pompe à essence, sauf qu'on l'a bouché. Et en fait, l'idée, c'est de se piquer sur ces deux vis-là pour faire un support. Et en gros, on se fixerait sur ça, ça, ça et ça. Donc 4 vis, ça me paraît très bien. Ça va tenir, hein, clairement. Ça tenait pas plus l'autre côté. Évidemment, il n'y a pas de support prévu. On va se reprendre sur les fixations déjà présentes sur le moteur. Il y a d'autres filets qui ont bien été encrassés, donc on passe un petit coup de tarot histoire de les rendre opérationnels, quoi. Parce que la rouille, en fait, elle a fait gonfler le truc et donc la vis ne passe plus. Donc il faut repasser un coup de tarot. Je commence mon support. J'ai reporté les emplacements des perçages sur un scotch carrossier. Bon bah voilà, les 3 trous sont faits et ça fonctionne, je suis trop content. Alors comment faire pour se démerder, pour faire des trous là où il faut, surtout quand on n'a pas les plans et que c'est la merde pour prendre des mesures. Eh ben on prend un carton, on prend un marqueur, tu vois, tu mets sur la pièce, tu gribouilles de partout, t'en mets vraiment un maximum de partout et tu viens plaquer ton carton et t'as la marque des vis et ensuite tu viens les remettre là-dessus et tu les pointes avec tout ça, avec un pointeau et t'obtiens quelque chose qui se monte. Et franchement cette méthode elle marche très très bien, c'est pas la première fois que je l'utilise. La platine est presque terminée, là je vais m'assurer qu'elle se monte bien avec tout ce qu'il faut là, tac, et après on va passer au support de l'alternateur. Voilà, let's go. Deuxième étape pour notre support, le pivot de maintien de l'alternateur. Avant de souder les deux pièces, je fais une cure d'allègement pour la platine, parce que bon, c'est de l'acier de, je sais pas, de 8 mm quand même d'épaisseur, donc ça fait son petit poids. Si on peut gratter des dizaines, voire des centaines de grammes, autant le faire, quoi. J'ai pris mes mesures et je pointe les pièces avant de faire un montage à blanc avant soudure. Dernière étape, la biellette qui sert de tendeur. Et puis écoutez, ça passe, donc on peint la pièce. Maintenant que l'alternateur est posé, c'est bon, il est fixé, hein, il tient bien, ça veut pas péter, vraiment je suis très content de mon truc, mon petit montage là. Faut remettre la courroie d'accessoire auxiliaire. Bref, ça c'est celle d'origine que j'ai racheté neuve. Je pensais remettre l'alternateur au même endroit, sauf que voilà, et évidemment elle est trop petite. Donc là, je ne peux pas mettre la troisième courroie, la troisième poulie ne passe pas, c'est sûr et certain, ça ne passe pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de la ficelle, comme ceci là, on va faire tout le tour, et on va mesurer, et on aura la longueur de la nouvelle courroie. Voilà, c'est de la courroie assez standard, hein, et en automobile, il y a vraiment toutes les longueurs, donc c'est vraiment super, on va trouver notre bonheur. Un truc à faire vraiment gaffe, c'est la position. Donc là, au niveau du tendeur, parce qu'en fait, c'est l'alternateur, qui fait la tension de cette courroie là. Donc là, on a un petit réglage que j'ai fait avec une petite biellette rotulée. Ce réglage-là, pour prendre les mesures, il faut le prendre au minimum. Comme ça, on sait qu'il faut une courroie un petit peu plus grande. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 mesures. Je vais faire une mesure au plus court et une mesure au plus grand. Comme ça, j'ai juste à mettre au milieu et on devrait être bon. Bon, c'est parti, hein. La technique de la ficelle a super bien marché. Mieux qu'à l'époque de la GT40 où j'avais acheté 3 courroies. Le calcul, il est pas si simple que ça, hein. La ficelle, c'est bien, mais ça te donne l'intérieur des poulies. En fait, l'intérieur d'une poulie, c'est en V. Donc, si le V, il est profond, en fait, ça varie sur toute la longueur. Donc, il faut un peu ruser un peu. Et là, écoutez, j'ai fait tout un calcul savant avec un petit tableau Excel léché, là. Une folie. Mais résultat, j'ai visé pile poil et la courroie se monte parfaitement. Bon, j'ai pas filmé, donc faudra imaginer, mais elle est en place. Les gars, je viens de m'apercevoir d'un petit souci. En fait, depuis que j'ai mis le moteur, déjà, faut savoir que c'était un petit peu dur de fixer le cylindre bloc côté boîte.
boîte. Je sais pas pourquoi, mais j'avais beaucoup de mal à monter le moteur. Tu vois, il est fixé là et à peu près ici. Donc normalement, tu vois, ça fait un pivot autour de cet axe-là. Donc le moteur, tu peux le faire pivoter comme ça. Sauf que, soit il était extrêmement lourd et j'ai pas de force, soit il y a un souci. Et le souci, c'est que ça touche ici. Ça touche le châssis. Donc là, le moteur, en fait, il est même pas sur cylindre bloc. C'est pour ça qu'il est vraiment très solidaire avec le châssis, évidemment, parce que, il touche le châssis. Donc ça pourrait faire, en fait, d'annuler complètement l'effet désiré des cylindres en bloc. Donc là la solution c'est de remonter le moteur, donc le remonter de environ 10 mm. En fait l'idée c'est de mettre le capot et de voir jusqu'à où on peut monter le moteur. Alors j'ai déjà fait les tests. Le premier truc qui touche c'est le bouchon d'huile, sauf que comme vous le voyez on peut quand même le réduire. On peut refaire un petit bouchon sympathique, il dépasse de 20 mm donc on peut largement y aller. Et après c'est ça la limite. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre le cric sous le moteur, je vais le dévisser à l'avant et je vais le faire remonter pour voir à partir de quand il touche en fait le capot, et je me ferai des petites cales en alu et ça devrait le faire. On est parti pour faire des rehausses pour le moteur. J'ai tourné 2 entretoises de 15 mm d'épaisseur. C'est des pièces assez faciles à faire, hein, voilà, mais ça fait plaisir. Bon, grosse étape dans cette vidéo, ça booste un max pour le projet, pour la suite du projet. Je vois enfin le bout du tunnel, c'est super. Encore merci à FFstar, allez voir les infos en description pour vos peintures carrosserie. Ils font de la réparation, mais ils font aussi pour des belles peintures, voilà, pour du custom, pour du machin. Bref, c'est des carrossiers qui sont très bons, donc n'hésitez pas. On va pouvoir commencer à installer les différents périphériques et faisceaux de la voiture, les freins, circuits d'essence, avec les gros carbu Weber, le faisceau électrique, bref, encore du beau monde. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour tout ça. Si celui-ci vous a plu, likez et partagez la vidéo. Abonnez-vous pour suivre la suite du projet 7, mais aussi la suite du projet Atelier 2.0 et évidemment le projet Hypercar. À la prochaine. Tchou!